De quoi il s'agit dans cet exposé. Donc on va parler des groupes, et on va parler des groupes dans un contexte géométrique. On va parler de l'interaction des groupes avec la géométrie à grande échelle. Donc je vais commencer par donner un petit peu de motivation pour ce sujet. Après, je vais passer à la définition d'une propriété géométrique qui sera importante dans cet exposé. Et après, à la fin de l'exposé, j'espère qu'on aura le temps de construire un groupe intéressant par rapport à la géométrie à grande échelle. Donc je vais commencer par un peu de motivation. Donc, le contexte dans lequel on va travailler sera le suivant. On va prendre un groupe de type fini. Donc on va fixer un ensemble de générateurs qui est fini pour notre groupe. Et ce sera ces groupes-là qui nous intéressent parce qu'à partir de cette information-ci, donc un ensemble générateur et le groupe, on peut construire un graphe qui représente le groupe qui s'appelle le graphe de Cayley, que j'avais noté comme ceci. Et je vous rappelle juste, peut-être vous avez déjà vu ces graphes, mais je vous rappelle juste que les sommets de ce graphe, ce sera juste les éléments de G, et puis les arêtes, ce sera l'ensemble suivant. Donc les arêtes, bien sûr, c'est des paires de sommets qui seront reliés par les arêtes. Et donc on relie deux éléments de notre groupe. Si on peut passer de l'un à l'autre par une multiplication par un élément dans notre ensemble générateur fini. Donc ceci nous donne un graphe. Et donc les avantages sont que ceci nous donne un espace métrique. Donc on peut considérer ce graphe comme étant un espace métrique avec la métrique des plus courts chemins, sur lequel G agit par isométrie. Donc on a cette structure assez riche. Et en plus, donc vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce que cette construction dépend fortement de l'ensemble qu'on a choisi S? Et en fait, la réponse est non, si on est prêt à regarder nos graphes aux petites perturbations près. Donc, en fait, cette construction est assez stable par changement de S. Dans le sens suivant, je vais juste préciser ça parce qu'en fait, j'aurai après besoin de cette notion pour le reste de l'exposé. Donc, si on a deux espaces métriques X et Y, on dit que F est un plongement grossier si il existe deux fonctions, ρ plus et ρ moins, qui vont des nombres réels positifs vers les nombres réels positifs, tels que ces fonctions sont croissantes, donc disons croissantes, telle que la limite de ces fonctions est infinie, et telle que pour toute paire d'éléments dans X, on aura que la distance de leurs images peut être contrôlée en termes de la distance originale dans X. Donc, on a ces deux inégalités qui bornent la distance qu'on peut avoir dans l'image. Et donc c'est une notion qui peut être familier. Donc
ça parle un peu de la distorsion de notre espace quand on le plonge dans Y. Et si vous avez les fonctions linéaires ici, ça s'appelle un plongement quasi-isométrique. Okay? Et en fait, pour nos graphes de Cayley, ce sera ça la bonne notion d'équivalence, mais je vais rester avec celle-là parce qu'elle sera utile plus tard. Ok, donc ça c'est un plongement grossier. Et puis, si en plus, il existe un C tel que pour tout Y, il y a quelque chose dans l'image de F qui est proche d'Y, C est proche d'Y, donc pour tout Y, il existe un X dans X, tel que la distance entre Y et l'image de X est bornée par C, alors F est une équivalence grossière. Ok, et on écrit, dans cet exposé, on va écrire X et CE à Y, okay, où CE, ça vient de l'anglais coarse equivalence. Okay. Et donc, revenons à ces graphes de Cayley. On sait en fait que si on prend deux ensembles générateurs, en fait, les graphes de Cayley qu'on obtient seront grossièrement équivalents. Okay? Même plus, comme j'ai dit, donc en fait, on peut prendre des fonctions linéaires ici pour les fonctions ρ- et ρ+. OK. Donc, c'est ce qu'on obtient pour les graphes de Cayley. Donc, c'est un bon objet qui est assez stable par ces petites perturbations. Et juste pour motiver l'étude de ces objets, je vais vous juste rappeler quelques connexions entre l'algèbre et la géométrie. Ok, donc il y a plusieurs façons de relier les propriétés géométriques de ce graphe de Cayley aux propriétés algébriques de notre groupe, ou peut-être propriétés analytiques de notre groupe. Donc je vais juste vous donner quelques exemples qui vont après m'amener à une motivation pour le reste de l'exposé. Donc si je prends G, et si je le graphe de Cayley de G, ok, ici je étudie que la classe grossière de cet objet, donc je peux oublier l'ensemble de générateurs. Et un des premiers résultats dans cette théorie qui était très très impressionnant, c'est le résultat de Gromov, qui disait que un groupe qui était virtuellement nilpotent, c'est-à-dire un groupe qui possède un sous-groupe d'indices finis qui est nilpotent, cette propriété est en fait équivalente à une propriété de croissance de ce graphe de Cayley. Donc dans le graphe de Cayley, on peut fixer un certain élément et on peut regarder les boules d'un certain rayon autour de cet élément. Et on peut regarder comment est-ce que le nombre d'éléments dans cette boule varie avec le rayon R. Et donc si cette dépendance est polynomiale, on dit que cette croissance est polynomiale. Et donc en fait, cette propriété géométrique décrit complètement cette propriété algébrique. Okay. Une autre propriété qui peut être décrite géométriquement, c'est la propriété de moyennabilité. Donc c'est une propriété analytique. Et si notre groupe est infini et moyennable, en fait, ceci est équivalent à dire que sa constante de Cheeger, donc la constante de Cheeger de son graphe de Cayley est égale à 0. Okay. C'est quoi la constante de Cheeger? Donc ceci est un résultat de Follner, où la constante de Cheeger, c'est une mesure de connexité de notre graphe. Okay, ça mesure à quel point notre graphe est bien connecté. Donc, si X est un graphe, cette constante de Cheeger est définie de la façon suivante. On prend l'infimum sur tous les ensembles non vides de X, tous les ensembles finis, et on regarde le bord de cet ensemble divisé par le minimum entre les cardinalités de A et
la cardinalité de X privé de A, où ceci est le bord de A, c'est-à-dire tous les arêtes qui sont connectés à précisément un sommet dans A. Et ceci mesure la connexité. Donc c'est la constante de Cheeger. Et en fait, les ensembles qui réalisent cet infimum pour un groupe moyennable, donc qui réalisent le fait que l'infimum est égal à 0, s'appellent les ensembles de Follner pour le groupe. Ok, donc maintenant qu'on on parle des groupes moyennables, je pense que c'est un bon moment pour passer à la partie un peu plus géométrique. Donc maintenant on va parler de la propriété A. Donc on a vu que les graphes d'équilibre, clairement, c'est des objets qui sont très très doués pour décrire les propriétés des groupes. Et donc la propriété A maintenant, ce sera une propriété géométrique qui généralise un petit peu cette notion d'être moyennable. Donc ce sera une version non équivariante de moyennabilité. Donc c'est une version non équivariante de la moyennabilité. Et j'espère que ce sera assez apparent, ce sera assez évident dans la définition. Donc ceci était défini d'abord par Yu dans l'année 2000. Et on va voir pourquoi exactement il a défini cette propriété, qui est a une définition pas tout à fait très compacte, disons. Donc si X est un espace métrique discret, on dit que X a la propriété A si pour tout R et epsilon plus grand que 0, il existe un S et il existe une famille de sous-ensembles non vides de X fois n, les nombres naturels, tels que, donc on voudrait que cette famille satisfait les propriétés suivantes. Donc on voudrait que si on a deux éléments dans X qui sont au plus à distance R de l'un l'autre, on voudrait que la quantité suivante est petite. Donc on voudrait que les sous-ensembles correspondants dans cette famille, si on regarde leur, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, différence symétrique peut-être aussi. Ouais, ok, parfait. C'est bien quand ça marche, quand on traduit juste directement, puis ça marche. Après, il faut diviser par l'intersection de ces ensembles et on voudrait que cette quantité soit petite. Okay, et on voudrait aussi, une deuxième propriété, on voudrait que pour tout x dans x, si yn appartient à l'ensemble AX, alors ceci implique que la distance entre x et y est plus petite que s. Okay. Donc, comme ça, c'est pas la définition la plus jolie du monde, mais ici, si on regarde cette quantité-ci, on peut réfléchir un petit peu en termes de la constante de Cheeger. Okay. Ici, on avait le bord, donc si on s'imagine un graphe x, okay, on a ce sous-ensemble A de sommet. Okay, le bord, c'est exactement tous les arêtes qui sont en train de relier A à son complémentaire. Okay, et si on regarde ceci, si on s'imagine deux sous-ensembles et on regarde leurs différences symétriques, okay, ça paraît un petit peu logique que ce soit la définition. Donc ça, c'est une version non équivariante de cette propriété-ci. Alors, très bien. Voilà, donc maintenant qu'on a cette définition, on
on va parler des groupes dans cet exposé. Et donc, en fait, pour les groupes, on peut... Donc, il y a plein de différentes définitions équivalentes pour la propriété A, en général, juste comme pour la moyennabilité. Et pour les groupes, en fait, on a la caractérisation suivante. Donc si notre espace métrique est juste un graphe décalé de G, en fait, cet espace-ci a la propriété A, si et seulement si la C star algèbre réduite de G est exacte. Ce qui veut dire que en prenant le produit tensoriel minimal d'une suite exacte avec cette algèbre-ci, la suite reste exacte toujours. Donc c'est une caractérisation analytique de cette propriété. Juste comme pour la moyennabilité, on a une ici. Donc je vais parfois utiliser le mot exact quand je parle d'un groupe avec la propriété A, mais je ne vais pas non plus trop utiliser les C star algèbres dans notre exposé, donc on peut tout de suite oublier cette caractérisation. Donc pourquoi est-ce que la propriété A est une propriété importante? C'est pour les raisons suivantes. Donc Golian Yu, quand il a introduit cette propriété, c'était avec les résultats suivants en vue. Donc, en fait, si un espace métrique a la propriété A, en fait, ceci implique que X admet un plongement grossier. Ça c'est ma notation pour un plongement grossier. Donc, comme on a défini là en haut. Ça veut dire que X plonge grossièrement dans un espace d'Hilbert. Je vais utiliser H pour un espace d'Hilbert, peut-être L2 parfois. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Mais en fait, dans le cas où X est un graphe décalé d'un groupe, le fait que le graphe décalé plonge dans un espace d'Hilbert, ça implique des très très grosses conjectures. Donc en fait, si un graphe décalé plonge grossièrement dans un espace d'Hilbert, ceci implique que la conjecture de Baum-Cohn grossière est vraie pour G. Donc, on a une conséquence très très sérieuse de cette propriété, juste d'admettre un plongement, avoir cette propriété complètement géométrique à cette conséquence. Et en plus, si on se pose encore une condition sur notre groupe, cette conjecture de Baum-Cohn grossière, elle implique la conjecture de Novikov. Donc ça aussi, une conséquence pour la conjecture de Novikov dans certains cas. Donc ça c'est notre motivation, on ne va pas parler trop de conjectures, mais ce qui est important, c'est que pour ça que Yu a originalement défini cette propriété. Quels sont les exemples des espaces ou des groupes avec la propriété A? Donc, quels sont les exemples et des non-exemples? Donc les espaces hyperboliques, donc les espaces et les groupes hyperboliques ont tous la propriété A. La moyennabilité aussi implique la propriété A pour des graphes décalés.
En fait, en général, les espaces où les groupes sans propriétaires sont assez durs à trouver. Donc, un non-exemple est par exemple les graphes expanseurs. Quels sont les graphes expanseurs? Qu'est-ce que c'est? C'est des graphes donc c'est une suite de graphes où la cardinalité tend vers l'infini. Le degré reste toujours borné uniformément. Et en plus, la constante de Cheeger de tous les graphes est bornée uniformément inférieurement. Okay, donc cette constante de Cheeger que je viens d'écrire là, donc c'est une mesure de connexité, et donc ce que ça veut dire, cette condition, c'est qu'on n'a pas trop d'arêtes, okay, on a un degré borné à chaque fois, mais on a une connexité qui est uniformément bornée inférieurement. Donc c'est des graphes très connexes. Et ceux-là n'ont pas la propriété A, ils ne se plongent pas dans les espaces de Hilbert non plus. Okay. Un autre exemple, un non-exemple plutôt, était montré par Willett. Donc en fait, les graphes à tour de taille tendant vers l'infini, donc les suites des graphes, prenons xn, une suite de graphes à tour de taille tendant vers l'infini. Qu'est-ce que c'est la tour de taille? C'est juste la longueur du plus petit cycle de notre graphe. Okay, donc on a des graphes qui ressemblent de plus en plus aux arbres, quelque part. Et ces graphes-là n'ont pas la propriété A. Qu'est-ce que je veux dire qu'une suite de graphes n'a pas cette propriété? En fait, on a une façon de maîtriser une suite de graphes. Okay, ce qu'on fait, juste on prend la métrique des graphes sur chaque composantes, après on les met dans un seul espace, juste en exigeant que la distance entre les différentes composantes, donc ces différents graphes, tend vers, est assez grande par rapport à le diamètre des graphes. Okay, donc on a une façon juste de mettre une suite de graphes dans un espace, et du coup, si cette suite de graphes n'a pas une propriété uniformément, alors l'espace qu'on construit avec cette suite de graphes n'aura pas cette propriété. Okay, donc si on a des graphes à tour de taille tendant vers l'infini, alors l'union disjointe de ces graphes n'aura pas la propriété A. Okay, un autre non-exemple, c'est une suite de quotients finis d'un groupe non moyennable. Donc si on prend un groupe non moyennable et on prend une suite de sous-groupes finis, sous-groupes d'indices finis, donc on a des sous-groupes normaux d'indices finis. Okay, je vais écrire ça comme ceci, tel que l'intersection de ces sous-groupes est triviale, est l'élément trivial. Alors si on regarde les graphes de Cayley de cette suite de quotients finis par rapport aux images d'un ensemble générateur qu'on a fixé pour le groupe G, okay, en fait, l'union disjointe qu'on peut maîtriser de la même façon que ces graphes à tour de taille croissante n'aura pas la propriété A. Okay. En fait, le fait que G est moyennable est équivalent au fait que un tel union disjointe a la propriété A. Okay, donc ça nous donne tout de suite une source très très riche d'exemples sans la propriété A. Très bien. Ok, donc comme j'ai mentionné, on a cette connexion entre la moyennabilité et la propriété A, qui à son tour implique l'existence d'un plongement grossier dans un espace d'Hilbert. Et maintenant, on peut se poser la question, donc, est-ce que, en fait, on a aussi l'implication dans l'autre sens? Est-ce que, dès qu'on a un plongement grossier dans un espace d'Hilbert, est-ce que ceci implique la propriété A?
Donc, est-ce que si un espace ou un groupe se plonge dans un espace d'Hilbert, est-ce que ceci implique que X a la propriété A? Okay, ça, ce sera la question centrale de cet exposé. Et premièrement, elle était répondue pour les espaces métriques, donc pas pour les groupes. Pour les groupes, ça devient encore plus difficile en général. Donc, pour les espaces, la réponse était donnée par Novak en 2007. Et on va regarder cette construction parce qu'après on va la généraliser, on va décrire comment cette construction peut aider à construire des groupes sans propriété A, sans la propriété A qui se plonge dans un espace d'Hilbert grossièrement. Ok, donc cette construction Novak, elle a la forme suivante. En fait, c'est aussi une union disjoint maîtrisée de graphes finis. Okay, comme on a fait ici, donc je répète juste ce qu'on fait pour... Si on a une suite de graphes, on peut maîtriser cette union disjointe de ces graphes en prenant la métrique des graphes sur chaque partie et en les posant plus en plus loin de l'un de l'autre. Okay? Donc, en définissant la métrique entre les composantes comme étant croissantes par rapport au diamètre des composantes. Et si on regarde maintenant l'espace suivant, donc on regarde le groupe Z modulo 2, okay, donc juste le groupe cyclique de deux éléments, et on prend le produit direct de n copies de ce groupe. Et après, on regarde cette union disjoint maîtrisée de ces groupes. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? En fait, ça nous donne juste une union de cubes de plus en plus grande dimension. Donc, on aura juste le cube trivial, après, on aura le cube de dimension 1, le cube de dimension 2, le cube de dimension 3, okay, que je mets encore plus loin de ces autres cubes. Ok, etc. Donc, ça, c'est notre espace, où on prend la métrique de Hamming. Okay. Métrique de Hamming, c'est juste la métrique de graphe sur les cubes bien dessinés comme ça. Okay, donc c'est juste, ça compte juste le nombre de coordonnées qui sont différentes pour 2 points, okay, pour calculer la métrique. Et donc, qu'est-ce qui est spécial sur cet exemple? Donc, ok, Novak montre que cet exemple n'a pas la propriété A, ça c'est le travail à faire, mais c'est assez facile en fait à se rendre compte qu'un tel exemple peut se plonger dans un espace d'Hilbert. Okay? En fait, c'est encore plus facile, c'est plus intuitif de voir qu'un tel exemple peut se plonger dans L1. Okay? On va voir pourquoi. Donc en fait, cet exemple-ci admet une structure de mur. Et cette structure de mur, c'est ça qui nous permet de montrer que la métrique de ces cubes se comporte bien par rapport à la métrique L1. Okay? Donc, c'est quoi une structure de mur déjà? Donc, soit X est un graphe connexe. Un graphe connexe. Un mur est un sous-ensemble d'arêtes qu'on peut enlever pour déconnecter notre graphe. Okay? Donc, on a exactement 2 parties connexes. Donc, un mur est un sous-ensemble d'arêtes de X, tel que si on enlève ce mur, donc appelons ce mur W, petit w. Si je regarde X privé de W, si j'enlève tous ces arêtes, ce qui reste doit contenir exactement 2 composantes connexes. Okay?
Donc, ok, et puis, ok, avoir un mur, c'est peut-être pas très intéressant, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ensemble de murs sur notre espace qui est assez riche, donc une structure de mur W sur X est un ensemble de murs tel que tout arête de X appartient à exactement un mur. Ok, et dans ce cas-là, on dit que X est muni d'une structure de mur, et on dit que, enfin, on dit aussi que X, W est un espace à mur. Ok, et donc si on possède une telle structure de mur sur un graphe, en fait, on va voir que ceci implique très très facilement un plongement même isométrique dans L1. Ok, donc si je regarde une certaine métrique, donc je n'ai pas encore dit quelle métrique je prends, en fait c'est ça qui est important. Donc cette structure de mur, en fait, elle engendre une métrique sur mon graphe. Ok, donc parfois c'est une pseudométrique, mais on va traiter que les cas où ça donne vraiment une métrique. Okay, donc on a une métrique de mur que je vais noter dW. Et qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure juste pour 2 points. Donc si je veux calculer la distance de mur entre X et Y, je vais juste prendre le nombre de murs qui séparent X et Y, c'est-à-dire que le nombre de murs que je peux enlever pour déconnecter X et Y, pour faire en sorte que X et Y soient dans 2 composantes différentes. Okay, donc c'est le nombre de murs séparant ou déconnectant X et Y. Okay, et je vais appeler donc cet ensemble... Oui. Pardon? Tous les arêtes. Oui. Ah, est-ce que c'est borné ou est-ce qu'on a une condition là-dessus? Non, a priori non. Mais en général, si on a des murs, ils viennent d'une structure combinatoire assez symétrique, disons. Donc très souvent, il y aura des bornes qui arrivent même. A priori non, si ces conditions sont satisfaites. Ok, donc on appelle cet ensemble de murs séparant X de Y, disons W, XY. Okay. Et donc maintenant, avec cette métrique, donc je peux considérer l'espace métrique X menu de cette métrique de mur. Et cet ensemble-là, cet espace-là, il se plonge isométriquement dans L1. Okay. Je vais vous dire après pourquoi plonger dans L1, ça va. Donc, on a ce plongement isométrique. Comment est-ce qu'on le définit? En fait, ce qu'on peut faire, on peut juste prendre l'espace L1 sur l'ensemble de murs. Okay, si on prend L1 sur l'ensemble de murs, alors on peut juste envoyer X vers... Donc, ce que je vais faire, je vais fixer d'abord un point de base dans mon espace. Okay, et après, je vais juste envoyer X vers la fonction indicatrice de l'ensemble de murs séparant X de X0. Okay. Si je fais ça, en fait, bon, vous pouvez faire ça comme exercice, je pense qu'on n'a pas le temps de faire ça maintenant, mais vous pouvez vérifier assez facilement encore que ça nous donne un plongement isométrique de cet espace métrique si on a pris cette métrique spéciale venant des murs. Okay, donc, c'est un plongement isométrique.
Et en fait, l'espace L1, il se plonge grossièrement dans l'espace L2, du coup ça nous engendre tout de suite, puisque L1 se plonge grossièrement dans L2, okay, un tel plongement implique qu'on a un plongement grossier dans L2. Okay. Regardons ce qui se passe pour notre exemple ici. Donc, pour cet exemple des cubes, c'est une situation très 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 jolie parce que, en fait, la métrique de mur coïncide précisément avec la métrique sur les graphes. Okay. Donc, si on prend nos cubes, prenons un cube comme ceci, je peux définir des murs suivants. Je peux définir un mur comme étant l'ensemble d'arêtes qui sont parallèles, entre guillemets. Okay, donc, je peux prendre tous les arêtes parallèles, c'est-à-dire, par exemple, ceci, ça c'est un mur. Okay, c'est très clair que si j'enlève ce mur, ça déconnecte mon espace en deux composantes connexes, exactement, et aussi, chaque arête sera dans un de ces murs. Okay, dans cet exemple, par exemple, j'ai 3 murs. Okay, j'ai le mur blanc, le mur presque blanc mais un petit peu violet, et le mur presque blanc mais un petit peu rouge. Okay. Donc, ça, c'est très bien pour nous parce que, du coup, ça veut dire que D, si la métrique de Hamming on appelait D, ici, en fait, la métrique est égale juste tout simplement à la métrique des murs, et du coup, ça nous donne tout de suite un joli plongement de cet ensemble de cubes dans L1, okay, et du coup dans L2 aussi. Okay. Donc, ceci nous suggère en fait une stratégie pour plonger des objets dans les espaces d'Hilbert. Okay, on a vu la motivation pour faire ça, on a vu que pour les graphes d'Ekeles, surtout, il y a une très très grande motivation, il y a la conjecture de Baum-Cohen grossière, il y a la conjecture de Novikov. Donc si on arrive à plonger notre groupe dans un espace d'Hilbert, c'est très bien. Donc si on a une stratégie, ça vaut la peine de l'écrire. Donc une stratégie pour trouver un plongement grossier dans L2 est la suivante. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut trouver une structure de mur sur notre espace X. Donc, d'abord, trouver une structure de mur sur notre espace X. Okay. Là, ça va nous donner une métrique de mur. Et maintenant, il nous suffira de juste montrer que cette métrique de mur est grossièrement équivalente à la métrique originale sur X. Okay. Si c'est la métrique originale sur X qui nous intéresse, si on montre que cette métrique est grossièrement équivalente à la métrique D, qui est, disons, Dx, si on arrive à montrer ça, ça tout de suite, ça implique que, ok, on a ce plongement isométrique de X avec dW dans L1, ça nous donne un plongement grossier dans L2, et du coup, puisque ces deux métriques sont grossièrement équivalentes, juste en composant ces équivalences grossières, on aura un plongement de X dans L2. Okay, ce qui est notre but. Donc, cette stratégie, elle va être employée tout de suite. Ah, elle s'arrête toute seule, c'est bien. Ok, donc cette stratégie, elle était employée. Ok, donc on a déjà un exemple, cet exemple de Novak d'un espace qui ne se plonge pas, qui se plonge dans un espace d'Hilbert, mais qui n'a pas la propriété A. Mais puisqu'on s'intéresse au groupe, okay, maintenant on s'intéresse, est-ce qu'on peut en fait construire un tel groupe qui sépare ces deux propriétés?
Pour ça, cet exemple, il n'est pas optimal parce que vous voyez, le degré des sommets, il tend vers l'infini. Okay? Quand on prend ces cubes de plus en plus grands, d'une dimension de plus en plus grande, en fait, la dimension, le degré de chaque sommet tend vers l'infini. Et si on a envie de construire un groupe qui n'a pas la propriété A, okay, ce serait bien d'avoir un exemple à degré borné qu'on peut peut-être plonger dans notre groupe d'une certaine façon. Okay. En fait, ces espaces, pour les construire, on a toujours un peu une motivation de peut-être les plonger dans un groupe, dans un graphe décalé d'un groupe, pour trouver un groupe avec certaines propriétés. Donc, pour ça, cet exemple, il ne va pas se plonger très bien dans un groupe, dans un graphe décalé d'un groupe, parce que un graphe décalé d'un groupe, il n'a qu'un degré borné, n'est-ce pas? Il n'a que le degré cardinalité de S. Donc, ça, ce n'est pas l'exemple optimal. Donc, on va essayer de construire un exemple de... Est-ce qu'il existe un exemple de géométrie bornée? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Géométrie bornée, c'est-à-dire que, donc X c'est des géométries bornées, si il existe une borne uniforme, si pour tout rayon, il existe une borne uniforme telle que une boule de rayon R dans X, autour de n'importe quel élément de X est borné en cardinalité par M, okay, pour tout X dans X. Okay. Donc ça veut dire exactement, par exemple pour un graphe, ce sera juste un graphe de degrés borné uniformément. Okay. Donc c'est ça qu'on cherche. Et donc ça c'était, cette question était résolue par Arjantseva, Güntner et Spakula. Donc ça existe. Arjantseva, Güntner, Spakula, je pense que l'article est apparu sur Archive en 2011. Et en fait, quelque part, leur exemple, il encode cet exemple de cube de Novak. Donc, en tout cas, ça utilise fortement la structure des murs. Et donc, ce qu'on fait, c'est prendre une suite de graphes avec tour de taille tendant vers l'infini. Donc, suite de graphes avec, je vais abrévier tour de taille par TDT, ok? Donc, on voudrait que la tour de taille de ces graphes tend vers l'infini. Et donc, a priori, ce qui est dur avec cette stratégie, c'est déjà comment est-ce qu'on trouve une structure de mur sur notre espace. Okay? Ne parlons pas encore de comment est-ce qu'on montre que ces deux métriques sont grossièrement équivalentes. Donc ici, ils ont fait une preuve très très astucieuse. Donc, ce qu'ils ont utilisé, en fait, c'est une structure de revêtement sur des revêtements de ces graphes pour induire une structure similaire à celle des exemples de Novak. Donc, en fait, ce qu'ils ont pris, ils ont pris des revêtements. Donc, on va prendre des revêtements de ces xn. Donc, on sait que les revêtements des graphes, bon, ce sera aussi des graphes, et on sait que les revêtements correspondent aux sous-groupes du groupe fondamental de nos graphes. Okay? Donc, les groupes fondamentaux de nos graphes, c'est des groupes libres. Okay? Et puis, ce qu'on peut faire, on peut prendre un revêtement correspondant au sous-groupe suivant du sous-groupe du groupe fondamental de... Donc ici, on a le groupe fondamental de Xn. On prend le sous-groupe suivant, ce sera juste le carré de ce groupe. Okay, qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire le groupe engendré par tous les éléments au carré des éléments
de mon groupe fondamental. Okay. Donc si je prends un tel revêtement, bon, déjà c'est un sous-groupe normal, okay, donc on a un revêtement normal. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que si on prend un tel sous-groupe de n'importe quel groupe, il va toujours contenir le sous-groupe de commutateurs. Okay. Donc en fait, le quotient, si je regarde le quotient de pi1 xn par pi1 xn au carré, okay, ce sera justement un groupe de la forme comme on a pris ici. Donc ce sera une certaine puissance de notre groupe Z2. Okay. Vous pouvez vérifier ça. Donc en fait, tous les éléments au carré sont égaux à 0 dans ce quotient. J'ai dit que ce groupe de commutateurs est là-dedans, donc c'est aussi abélien. Et en fait, c'est le plus grand quotient de cette forme, de notre groupe pi1. Okay. Et donc, si j'ai pris ce revêtement, alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que la structure de ce groupe le groupe correspondant à ce revêtement, il induit une structure du graphe décalé de ce groupe-là dans le revêtement. Okay. Donc en fait, comment est-ce qu'on construit ce revêtement? On fait la chose suivante, donc on choisit un arbre, je vais faire un exemple, donc imaginons que ça c'est notre graphe, okay. Ici donc le groupe fondamental c'est F2, et je vais choisir un arbre couvrant maximal dans ce T, un arbre couvrant maximal dans Xn. Et après, quand je regarde ce revêtement, okay, ici, le groupe que j'obtiens, ce sera tout simplement Z2 carré. Et donc, pour dessiner ce revêtement, en fait, j'ai juste 4 copies de l'arbre couvrant maximal, okay, qui sont reliées entre eux. Je vais juste utiliser une autre couleur ici, qui sont reliées entre eux par des arêtes comme en bas. Okay. Donc, du coup, j'aurai une structure comme ceci. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que si on contracte ces arbres couvrant maximal à un point, on obtient exactement le graphe décalé. Donc, contractant T, on obtient exactement ce graphe décalé, peut-être avec des arêtes multiples, mais c'est pas grave, de le groupe du groupe, donc le groupe fondamental quotienté par ce groupe au carré. Okay, et c'est ça qui nous permet d'induire une structure de mur sur notre revêtement, okay, parce que maintenant, les murs, ce sera juste les pré-images d'une arête par rapport à ce revêtement. Donc, c'est l'ensemble des pré-images disons ce revêtement on appelle P. Okay, donc si je fixe par exemple ici l'arête rose ici, okay, si je regarde, pardon, j'ai mal fait ça, désolé, j'ai mal coloré mes arêtes, ça devait être cette couleur-ci, ça devait être cette couleur-ci, excusez-moi. Ok, si je regarde dans mon revêtement, okay, si je regarde les pré-images de l'arête rose, okay, c'est exactement ces arêtes qui déconnectent mon espace dans deux composantes connexes. Okay. Donc, et je peux faire ça pour n'importe quelle arête ici. Regardez son pré-image, ça va me donner un mur et je prends l'ensemble de tous les murs qui sont engendrés de cette façon. Okay. Et en fait, ces murs-là, donc ça nous donne une structure de mur. Et pour cette structure de mur, on peut montrer que la métrique des murs
est grossièrement équivalente à la métrique originale, donc la métrique des graphes sur ces revêtements. Donc, écrivons comme ça. C'est en fait la tour de taille qui permet de comparer ces deux métriques. En fait, c'est assez facile de voir que, c'est assez facile de voir que la métrique des murs sera plus petite ou égale à la métrique des graphes. Okay? Comment est-ce qu'on voit ça? Regardons 2 points dans notre revêtement. Okay? Pour passer de ce point à l'autre point, prenons un géodésique, donc le plus court chemin dans notre graphe de ce point à l'autre point. Okay? Cette géodésique doit forcément traverser tous les murs qui séparent les 2 points, n'est-ce pas? Donc forcément, on aura cette inégalité-ci. Et puis pour l'autre direction, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça revient à projeter des géodésiques ici. Supposons, donc, comment est-ce que la métrique des murs peut ne pas être plus grande, peut être strictement plus petit que la métrique des graphes? C'est que si on traverse un mur une fois avec la géodésique, puis après on revient dans la même composante connexe. Et en fait, ça n'arrive pas à l'échelle de la tour de taille, du tour de taille, parce qu'en fait, si on prend une telle géodésique et on la projette dans ce graphe-là, si on a un chemin plus court que le tour de taille, en fait, ça ne va jamais traverser une arête plus qu'une fois. Et du coup, quand on relève ce chemin, notre géodésique, on voit qu'on ne va jamais traverser un mur, donc les arêtes correspondant à un mur, plus qu'une fois, si on reste à l'échelle du tour de taille de notre graphe en bas ici. Okay, donc ça, c'est juste une suggestion. Bien sûr, il y a des détails à vérifier. Donc, c'est ce qui se passe pour cet exemple. Et bien sûr, comme dans notre stratégie, ça nous permet de conclure que l'union disjointe de ces revêtements qui ont été astucieusement choisis justement pour induire ces structures de murs, on voit que on peut les plonger grossièrement dans un espace d'Hilbert. Okay? Et c'est ce genre de construction qui nous permet en fait de faire quelque chose pour les groupes. Donc, dans les 10 dernières minutes, je vais vous raconter ce qui a été fait pour les groupes maintenant. Donc, rappelons-nous. Donc, est-ce qu'il existe des groupes sans la propriété A, mais admettant un plongement grossier dans un espace d'Hilbert? Okay. Donc, ceci était un résultat de Ossaida basé sur les travaux de Arjantseva-Ossaida. Et tout ça était fait en 2014, je crois. Oui. Et donc, cet exemple de Ossaida utilise la théorie de la petite simplification. Donc, qu'est-ce que c'est que la petite simplification? Donc, je crois que vous avez, les membres jeunes ont eux peut-être un exposé introductif à cette théorie, hier, je crois, ou le samedi précédent, je ne suis pas sûre. Bon, donc la théorie des petites simplifications, elle sert à quoi? Elle nous sert à, si on est donné une présentation d'un groupe, en fait, comment est-ce qu'on dit quelque chose sur ce groupe en juste regardant la présentation? C'est une question assez difficile. Bien sûr, on sait que algorithmiquement, cette question n'est pas résoluble, même si on veut dire si ce groupe est trivial ou pas. Okay? Et donc, en général, si on a juste une présentation avec des générateurs et des relations, comment est-ce qu'on dit même que le groupe est infini? Est-ce qu'on peut voir que le groupe est hyperbolique? Est-ce qu'on voit quelque chose de la présentation? Et en fait, la petite simplification, ça nous aide à faire ceci. Et ici, on va utiliser la version, donc le parfum de petite simplification graphique. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc la petite simplification classique,
elle regarde la présentation et on dit que le groupe ou la présentation satisfait une condition de petite simplification classique si on regarde les relations, les mots, les sous-mots qu'ils ont en commun sont assez courts par rapport à un certain paramètre. Okay, par exemple, par rapport à la longueur du plus petit cycle dans notre groupe. Mais ici, c'est un petit peu plus visuel, disons. Donc, ce qu'on a, d'habitude, comme donnée, on aura une suite de graphes. OK. Suite de graphes qui seront étiquetés. Je viens de demander comment on écrit ce mot. Voilà, merci. Ouais, donc un T. OK, donc on prend une suite de graphes étiquetés par un ensemble de générateurs. OK. Et puis, on regarde le groupe qui est donné par la présentation suivante. Donc on va prendre comme ensemble de générateurs S. Et après, on prend juste tous les cycles, donc on met comme relation tous les cycles qu'on peut lire dans les graphes Xn, okay, comme mots en S. Donc, mots lus comme cycle dans les Xn, okay, dans tous les Xn. Okay, donc c'est-à-dire que selon ce qu'on a comme cycle dans ces graphes étiquetés par S, on rend ce mot trivial. Okay? Bien sûr, juste en faisant ça, on ne peut pas espérer que ce groupe sera même pas trivial, okay, c'est difficile de dire en général, mais justement, si on a une condition de petite simplification graphique, okay, de la forme, donc en fait, je vais appeler un sous-graphe qui apparaît, donc un sous-graphe étiqueté qui apparaît plus qu'une fois dans mes graphes étiquetés, je vais appeler ça une pièce. Okay? Ça sera une pièce. Et donc c'est un sous-graphe qui apparaît 2 fois de manière différente dans nos graphes Xn. Et je voudrais que la longueur de la plus grande pièce soit toujours bornée par lambda, donc c'est notre paramètre de petite simplification, fois le tour de taille de Xn, où Xn est le graphe où la pièce apparaît. Okay? Donc, ça, c'est la condition graphique de ce que je viens de décrire pour le cas classique. Et si on a une telle condition avec un lambda assez petit, okay, donc si la taille de ces sous-graphes qui apparaissent plus qu'une fois sont assez petits par rapport au tour de taille, alors, en fait, bon, bien sûr, je simplifie, je fais une petite simplification, mais je peux dire, en fait, dans ce cas-là, que les graphes, ils se plongent dans mon graphe d'équilibre de G qui est défini par une telle présentation. Okay? C'est ça le but de cette construction, c'est une façon d'encoder la géométrie de ces graphes dans la géométrie de notre groupe, okay? Si on satisfait cette condition. Okay? Et en fait, Osaida a même une façon de plonger ces graphes isométriquement. Donc, disons peut-être Osaida a même une façon de plonger ces graphes dans le graphe d'équilibre isométriquement. Peut-être vous connaissez l'exemple de Gromov, où il arrive à montrer qu'il existe un groupe qui contient des expanseurs avec un plongement faible dans le graphe d'équilibre. Mais ici, donc, en fortifiant un petit peu cette condition, on arrive même à avoir un plongement vraiment isométrique dans le graphe d'équilibre. Et dans les dernières 2 minutes, je vous dis juste de quoi il s'agit, donc de quoi on a besoin pour faire cette preuve. Donc, on prend une suite de graphes avec certaines propriétés. En particulier, on veut que le tour de taille tend vers l'infini, okay, pour qu'on
on a une chance de satisfaire cette condition. Et il y a besoin de plus de conditions que ça. En fait, je cache un peu les choses, mais il y a des graphes qui satisfont les conditions qu'il nous faut. Par exemple, les graphes d'expanseurs de Lubotsky, Phillips et Sarnak. OK. Après, donc, ce qui est vraiment innovant dans la preuve de Hossaida, c'est une utilisation d'un lemme classique de probabilité pour prouver qu'en fait, il existe un tel étiquetage qui satisfait cette condition de petite simplification sur ces graphes. Okay, donc, c'est ça qui est vraiment donc, trouver un bon étiquetage sur les xn, okay, qui satisfait la condition de satisfaisant la condition de petite simplification, que je vais appeler C' lambda, okay, avec un lambda assez petit. Et en fait, ouais, donc, comme j'ai dit, il utilise le lemme local de Lovász, ce qui est un résultat de probabilité classique, et c'est un peu la première fois que ce lemme fait une apparence dans ce contexte, dans le contexte de théorie de groupe, dans le contexte de géométrie à grande échelle. Donc ça, c'est assez excitant que ça peut fournir un tel étiquetage. Donc c'est aussi une construction probabiliste, donc on n'a pas un étiquetage explicite, même si les gens espèrent que peut-être on pourra en avoir un. Après, on prend justement les revêtements comme ce qu'on faisait dans cet exemple de Arjantseva, Günther et Špakula. Donc on prend des revêtements correspondant à ces sous-groupes spéciaux qui nous donnent ceci comme quotient, donc ça nous donne une structure de cube, quelque part dans ces revêtements, qui engendre une structure de mur. Et ces murs sont assez bons pour, en fait, induire une structure de mur sur le graphe décalé de G. Donc, disons juste W sur le graphe décalé de G. Donc ça, c'est bien sûr beaucoup de travail aussi, de prouver que ça donne vraiment une bonne structure de mur, étendre ces murs à notre graphe décalé. Et ceci est basé, donc, comme j'ai dit, sur les travaux de Arjantseva-Hossaida qui ont utilisé des travaux de Wise pour faire ça, de Danny Wise. OK, et du coup, si on a ces ingrédients, donc on a un bon étiquetage qui satisfait une condition de petite simplification qu'on a trouvé avec le lemme local. On a les murs qui font que ce graphe décalé a aussi une structure de mur, et bien sûr c'est encore un petit peu plus de travail pour montrer que la métrique de mur est grossièrement équivalente à la métrique de graphe décalé. Et du coup, ce qu'on a comme résultat, on a un groupe qui n'a pas la propriété A, mais se plonge dans un espace d'Hilbert grossièrement. Okay. Et ceci peut même être rendu plus fort. On peut en fait montrer que le groupe peut même agir sur un cube 4,0, un complexe de cube 4,0. Et ceci montre aussi que ce groupe peut avoir la propriété d'A-groupe, donc peut agir d'une bonne manière sur un espace d'Hilbert, mais ne pas avoir propriété A, ce qui est étonnant parce que la propriété A, comme je vous ai dit, c'est une version non équivalente, un peu faible de la moyennabilité. Donc le fait que notre groupe a la propriété d'A-groupe, qui est impliquée par la moyennabilité, n'a pas cette faible propriété A, c'est assez étonnant. Et je pense que je vais terminer là. Merci beaucoup.